Bien, mesdames, messieurs, madame la vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, cher Claire, monsieur le directeur de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, mesdames, messieurs les vice-présidents de l'Université de Montpellier, monsieur le directeur du Collège d'Oral, madame la directrice du pôle de recherche chimie, je salue également les collègues des différentes UFR, écoles et instituts de l'université, les collègues également du CNRS, les porteurs et coporteurs des PTL, donc de l'université de Montpellier. Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, hein, donc j'ai un petit peu oublié donc les formulations exactes. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers professeurs Lutz Gued, très heureux de vous accueillir aujourd'hui donc dans cette salle pour cette cérémonie de remise des insignes docteur honoris causa, comme j'ai dit, au professeur Lutz Gued, qui est donc directeur département de chimie inorganique à l'université de Heidelberg et professeur dans cette même université. Moment important que celui de remettre un titre de docteur honoris causa à un collègue, car les récompenses, les cérémonies de ce titre sont assez peu fréquentes dans l'université. Assez peu fréquentes, même s'il s'agit d'une tradition relativement ancienne, puisque la reconnaissance à travers ces cérémonies de remise de doctorat honoris causa remonterait donc au XVIIe siècle. On en trouve les premières traces au XVIIe siècle, même si aujourd'hui en France, eh bien, la remise de tel doctorat est régie par un décret qui est le décret du 26 juin 1918 modifié, qui dit dans ce décret eh bien, que ce titre de docteur honoris causa ne peut être donné qu'à des personnes de nationalité étrangère en raison des services éminents rendus aux sciences, aux lettres, aux arts, à la France ou à l'université le décernant. Et à travers cette formule, eh bien, il y a, chers collègues, les raisons même donc de la délivrance aujourd'hui de ce doctorat honoris causa vous concernant. À des faits, même si dans le protocole, je n'ai pas à prononcer votre éloge. Je ne dois rien dire sur vous, et je dois laisser donc à votre parrain, Éric Lowe, le soin donc de faire cet éloge. Nous avons convenu, pour que je puisse parler un peu plus longtemps que lui, eh bien que je puisse quand même dire quelques mots très généraux. N'étant pas de la thématique de la chimie, je n'ai pas m'hasarder donc sur quelques concepts ou quelques notions. Simplement, aujourd'hui, il y a à travers cette cérémonie deux raisons de nous réunir. En premier lieu, cette cérémonie traduit le partenariat ancien, le partenariat continu entre nos deux institutions que sont l'université de Heidelberg et l'université de Montpellier. En second lieu, j'y reviendrai, et faisant ensuite la transition avec Éric, les mérites qui sont les vôtres, chers collègues, qui aujourd'hui eh bien, valent cette reconnaissance. Sur le premier point, à savoir le partenariat ancien et continu entre nos deux institutions, et sans développer trop les aspects historiques, je voudrais évoquer que justement il s'agit d'un partenariat historique de l'université de Montpellier, dans le sens où depuis plus d'un demi-siècle, eh bien l'université de Montpellier et l'université de Heidelberg, deux des plus anciennes universités d'Europe, entretiennent des liens privilégiés. Ça a d'abord été en 1954 qu'un accord culturel franco-allemand a été conclu, puis ensuite, dès 1955, les étudiants de Heidelberg se sont engagés pour un rapprochement entre les deux universités. Comme dans un premier temps, les autorités de l'État ne voulaient pas s'impliquer, eh bien, il revenait donc à la jeunesse étudiante et aux professeurs de traduire cette idée dans les faits. Et en particulier, ce sont d'abord les deux facultés de médecine qui ont commencé à établir des échanges, puisqu'en 1956, les premiers accords entre les représentants de la section de médecine de l'université Heidelberg et la corpo étudiant de médecine avaient été signés et entrés en vigueur. Puis également, cela a été donc les étudiants de la faculté de droit. En 1957, ça a été la signature d'une charte d'amitié entre les étudiantes et étudiants de Heidelberg et de Montpellier, puis la création, à partir de ce stade, de semaine universitaire annuelle impliquant l'ensemble des composantes, l'ensemble des facultés.
avant qu'en 1961, Madame la vice-présidente, gagnée par le dynamisme du jumelage des universités, eh bien, les deux villes suivent donc leur exemple, le jumelage entre les villes de Heidelberg et la ville de Montpellier ayant été officialisé. Cette coopération, je ne vais pas la développer pour l'ensemble donc des facultés, coopérations qui se sont développées tout au long de ces années. Simplement, au-delà de la médecine et du droit, initialement donc les précurseurs de ces relations, eh bien, depuis lors, de nombreux contacts scientifiques se sont mis en œuvre, se sont développés au cours de ces dernières décennies et dans de nombreux domaines comme la pharmacie, les sciences économiques, les mathématiques et la physique, et bien évidemment la chimie. La chimie, puisque une délégation de chimistes s'est rendue à Heidelberg les 28 et 29 juin 2023, délégation conduite par notre collègue le professeur Pascal Dumy, avec Éric Clot, avec Julien Cambedouzou, avec également Nadia Lagarde. Et cette délégation avait pour mission de proposer une première série d'actions concrètes dans le domaine de la chimie, comme notamment la mise en place d'un laboratoire international, mais également donc développer des mobilités de chercheurs, jeunes ou confirmés, également développer la mobilité étudiante afin d'assurer une coopération durable dans le temps, donc dans ce domaine nouveau. Je le dis parce que très souvent, les relations internationales ne survivent pas à leur hauteur. Très souvent, cela part de relations interpersonnelles et puis, lorsque celui qui a conclu tel ou tel accord, eh bien, fait valoir ses droits à la retraite ou change d'établissement, eh bien, la coopération disparaît. Or là, avec Heidelberg, eh bien, nous avons l'exemple contraire, une coopération qui est partie sur des communautés et puis qui progressivement, avec le temps, a irrigué l'ensemble des composantes de l'université. Alors, dire également que, au-delà de cette relation avec la chimie ou concernant la chimie, eh bien, il y a également un accord cadre de coopération interuniversitaire qui a été signé en 2023. De même, grâce à un financement un peu exotique dans son appellation avec notre ministère, parce que oui, nous avons encore des financements, eh bien, il y a le financement prévu d'une thèse miroir, donc, dans la thématique de la chimie. Également, évoqué entre nos deux institutions, le fort développement grâce au programme Erasmus+, puisque depuis 2010, il y a eu 195 mobilités entre l'Université de Montpellier et les composantes de Heidelberg, et rien que pour l'année dernière, l'année qui vient de se terminer, 2023-2024, 11 mobilités entrantes et une mobilité sortante. Enfin, chers collègues, avec la remise aujourd'hui du doctorat honoris causa, eh bien, vous renouez avec une tradition, puisqu'il y a eu d'autres professeurs de l'Université d'Heidelberg avant vous qui ont été honorés. Le premier, je crois que ça a été un mathématicien, vous m'excuserez pour la prononciation, c'était Gottfried Kott. Donc, en 1965, il y a eu également des juristes, Édouard Wall, par exemple, médecin, Fritz Linder. Il y a eu également Eric James comme juriste. Et plus récemment, c'était en 2010, Norbert Victor, biomathématicien également. J'en oublie volontairement, parce que si on oubliait qu'un, on dirait que c'est fait exprès. Donc, il y a quand même eu plus de 10 donc, professeurs de l'Université d'Heidelberg qui ont été donc honorés. Dans le même temps, eh bien, l'Université d'Heidelberg a également délivré des titres docteur honoris causa. Je pense notamment à André Colomer, à Michel Vivant ou à Jacques Mirouz, donc l'ancien président de l'Université de Montpellier, médecin ou juriste. Et puis, c'est la première raison, vous l'avez compris, à travers cette cérémonie, eh bien, mettre à l'honneur les liens qui sont les nôtres entre Heidelberg et Montpellier, entre l'Université de Montpellier et l'Université d'Heidelberg. C'est vrai que des fois, j'oublie, quand je dis Montpellier, j'oublie l'université, mais nos destins sont très intimement liés, ma chère Claire. Donc, c'est la même chose. Mais il y a une autre raison. L'autre raison, c'est vous. C'est vous, chers collègues. Cette cérémonie, eh bien, c'est ensuite vous mettre à l'honneur un collègue reconnu dans sa communauté et également un collègue qui a porté donc des relations institutionnelles entre nos deux établissements et également particulièrement investi dans l'université dans laquelle il exerce. Alors, je ne vais pas reprendre tous vos éléments de CV, je ne vais pas reprendre tous vos éléments de carrière. Je voudrais simplement
dire que vous avez effectué un cursus universitaire dans plusieurs universités allemandes. Vous êtes rendu à Cambridge pour votre doctorat, me semble-t-il. Vous avez également, en 1991, rejoint le département de chimie de l'université de Würzburg, où vous avez obtenu votre habilitation en 1996. Vous avez travaillé donc en tant que maître de conférence avant de rejoindre une université strasbourgeoise. Ça a été donc entre 1998 et 2003, où, je dois dire, au-delà de cette présence dans l'université, je crois que c'est l'université Pasteur, me semble-t-il, à Strasbourg, hein, eh bien, vous êtes également impliqué dans des fonctions donc administratives. Vous savez siéger donc dans une commission de spécialistes. Vous avez des responsables du DEA de métaux de transition et d'ingénierie moléculaire. Vous avez également été directeur adjoint d'une école doctorale. Vous avez été membre du conseil de la Fédération de recherche en chimie. Donc tout ça en 5 ans. Je dis cela pour les collègues qui, commençant leur carrière à l'université de Montpellier, hésiteraient à s'investir. Vous voyez, un collègue qui est venu pendant 5 ans, tout ce qu'il a fait, vous, jeune collègue, qui avez 42 ans dans la maison, vous multipliez donc par 8. Et puis, vous repartez ensuite, donc en 2003, en Allemagne, vous rejoignez votre poste actuel à l'université de Heidelberg. Et là aussi, eh bien, une implication administrative au-delà de cette carrière scientifique, puisque vous avez été doyen de la faculté des sciences et des mathématiques. Vous avez également été porte-parole du centre de recherche collaborative sur les molécules catalysées, me semble-t-il, et vous avez également lancé un centre de recherche également au niveau de cette université. Vous avez, chers collègues, obtenu plusieurs distinctions, dont notamment le prix franco-allemand de la Société chimique de France en 2017. Vous avez également été membre de l'Institut universitaire de France, en même temps que le directeur de l'école de chimie. Vous avez à votre compte plus de 350 publications. Et puis, cette forte interaction avec l'Université de Montpellier s'incarne par le fait que depuis votre domination à l'Université de Heidelberg en 2003, eh bien, vous êtes le délégué pour les échanges donc avec Montpellier, et à ce titre, vous n'avez eu de cesse de revitaliser les rapports entre nos deux sites et nos deux institutions. Et donc, vous comprendrez qu'à la lecture de ces quelques éléments sur votre carrière, mais également sur les liens qui unissent nos deux institutions, il était tout à fait logique, chers collègues, eh bien, que nous vous honorions aujourd'hui par la remise de ce titre de doctorat honoris causa. Félicitations. Madame la vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au rayonnement international et à la collaboration européenne, Monsieur le président de l'Université de Montpellier, cher Philippe, Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, cher Pascal, j'aurais aimé dire Monsieur le vice-président de l'Université de Montpellier, chargé des relations internationales, cher François, mais malheureusement il est souffrant, Madame la directrice de la Maison de Heidelberg, Monsieur le vice-président de la Maison de Heidelberg, Mesdames, Messieurs. C'est un honneur pour moi de prononcer l'éloge du professeur Lutz Gade à l'occasion de la remise de titre de docteur honoris causa de l'Université de Montpellier. La vie de chercheur est une vie palpitante, faite de challenges intellectuels, de joie lorsque l'on parvient à résoudre un problème, mais aussi de frustration face à l'échec et aux différentes contraintes auxquelles nous devons tous faire face. Mais la possibilité de rencontrer des personnes exceptionnelles au travers le monde entier est un aspect crucial du métier de chercheur qui en fait toute la beauté. Toutefois, les chemins que prennent ces rencontres pour se réaliser sont parfois tortueux et inattendus. Et c'est cet angle que j'ai choisi d'utiliser dans mon éloge. Je ne parlerai pas de la chimie du professeur Gade, puisque vous allez avoir droit à une conférence de sa part qui vous montrera l'étendue de ses compétences et de ses talents. Je préfère m'attarder sur les hasards de la vie qui font que des chemins se croisent et contribuent à quelque chose de positif. Lutz a grandi en Afrique du Sud. On ne pourrait pas le savoir comme ça, mais il a grandi en Afrique du Sud. J'ai la première difficulté à pouvoir se rencontrer. Il a fait une thèse à Cambridge avec Jack Lewis, donc il montrait déjà sa propension à l'international, pour revenir à Würzburg faire son habilitation avec Helmut Werner. Ceux qui sont dans le domaine connaissent immédiatement
les personnes sur lesquelles il a construit sa carrière, et on ne peut que comprendre pourquoi il a fait une carrière aussi remarquable quand on a de tels mentors. Et l'Allemagne ne devant peut-être pas lui offrir ce qui l'intéressait, en tous les cas, il est venu en 1998 à Strasbourg, avec un poste de professeur, où, comme le président l'a mentionné, il a été très actif. Je crois même que tu as été directeur du MR à Strasbourg. Donc il a passé 5 ans à Strasbourg. Et après, en 2003, il est venu à Heidelberg. Où ma modeste personne intervient-elle dans cette trajectoire? C'est en partie grâce à Odile Eisenstein. Oui, ainsi un jour, en 2000 ou 2001, Odile, tu ne t'en rappelles peut-être pas, mais tu rentras dans mon bureau accompagné d'un certain Philip Montford, professeur à Oxford, qu'elle avait connu à Nottingham, du temps où elle collaborait avec Martin Polyakov. Philippe était intéressé, ce sera une des rares parties en chimie de mon exposé, Philippe était intéressé par une collaboration expérience-théorie autour de la réactivité des complexes imidaux de métaux pauvres. Vous comprendrez pourquoi je restreins mon exposé à cet aspect-là. Le premier système sur lequel j'ai alors travaillé était un complexe du tungstène portant un ligand bisamidopyridine synthétisé par le groupe d'un certain Lutz Gadet, alors professeur à l'université de Strasbourg. Ma première publication avec Philippe Montford, co-signée par Lutz Gadet, date de 2002. Je n'avais alors strictement aucune idée de qui était Lutz Gadet, ni à quoi il ressemblait. Dans la continuité de ce travail préliminaire, nous avons publié, Philippe, Lutz et moi, 2 articles supplémentaires en 2004 et 2005. Je n'avais alors toujours pas rencontré Lutz. Une petite parenthèse sur la trajectoire Lutz-Gadet. Cet hasard de la vie qui m'a fait rencontrer Philippe Montford m'a permis d'avoir une collaboration très riche sur plusieurs années qui a conduit à 30 publications et une amitié toujours tenace entre Philippe et moi. Mais c'est une autre histoire, peut-être une autre proposition de professeur, de docteur honoris causa. Entre-temps, en 2003, Lutz Gadet avait accepté un poste de professeur à l'université de Heidelberg. Et dès son arrivée, m'a-t-il dit, en raison de son expérience très forte du milieu français, il est nommé délégué pour les échanges avec Montpellier. L'histoire aurait pu s'arrêter là si Lutz n'avait pas fait preuve de persévérance et de ténacité. En effet, en 2004, lors d'une visite officielle à Montpellier, dans le cadre de ses missions de délégué, il a demandé à pouvoir me rencontrer. Après tout, nous avions co-signé des papiers. Malheureusement, pour des mauvaises raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas, cela n'a pas été possible. Mais c'était sans connaître la personnalité de Lutz de croire qu'il en resterait là. L'année suivante, il a de nouveau insisté pour me rencontrer et j'ai enfin pu mettre un visage sur le ligand Gadet. Aussi sympathique qu'elle fut, cette rencontre initiale ne donna pas de suite tangible, mais un lien à Heidelberg-Montpellier en chimie, en tous les cas à mon niveau, venait de se créer et Lutz n'a eu de cesse de renforcer ce lien pour développer les échanges entre nos 2 universités. Ainsi, en 2011, il a encore dû user de son influence pour m'inclure dans la délégation de Montpellier qui s'est rendue à Heidelberg pour les cérémonies marquant le 50aire du jumelage entre les 2 villes. La délégation de la mairie de Montpellier, menée par Hélène Mandroux, contenait en son sein un certain Michael Delafosse, qui plus tard fut amené à occuper d'autres fonctions. Je m'en rappellerai avec un souvenir très notable, ce séjour à Heidelberg, où nous avons pu avoir plein d'activités, notamment un dîner dans la maison, je ne sais pas le nom de cette maison, mais une maison de l'université au bord de la rivière, et une promenade en bateau où j'ai fait la connaissance de Claudia. Car en plus d'avoir un tropisme européen, Lutz aussi a maintenant un tropisme sud-américain. Au sortir de la période Covid, qui a un petit peu gelé tous les échanges entre les universités de Montpellier et Heidelberg ont repris. À l'occasion d'une visite d'une délégation de Heidelberg en novembre 2022, j'ai sauté un passage, tu vois, Philippe. Il faut que je revienne en arrière, je suis désolé. On était à Michael Delafosse. D'accord ? Et puis plus grand-chose jusqu'en 2014, où je me rends à Heidelberg. Et là, Lutz a une action très proactive. Il finance des stagiaires pour que régulièrement, tous les ans, un étudiant vienne passer 2 mois se former aux méthodes de la chimie computationnelle à Montpellier. Tout d'abord, Gudrun Pflundrich en 2014. C'est juste pour montrer que je suis capable de prononcer un nom allemand compliqué. Ensuite, Thorsten Roth en 2015, un travailleur acharné,
Et ensuite Luca Merz en 2017. À chaque fois, ces séjours de 2 mois ont donné lieu à au moins une publication. Preuve s'il en est, non pas que je suis très efficace, mais que la science de Lutz est très porteuse. Cette période fructueuse, scientifiquement, a fortement contribué à sceller une amitié sur laquelle nous avons construit les actions ultérieures de coopération. J'en reviens maintenant donc à la sortie du Covid et donc à cette fameuse délégation de Heidelberg en novembre 22. En novembre 22. Et c'est alors que 2 acteurs majeurs de cette collaboration rentrent en jeu, Pascal Dumy et François Pierrot. Ils ont proposé à cette époque de développer un lien fort au niveau de la chimie entre les 2 universités. Et Julien et moi, quelque part, nous avons été les chevilles ouvrières de ce travail, avec Nadia aussi. Donc en juin 2023, nous nous rendons à Heidelberg pour faire connaissance du paysage chimique à Montpellier, à Heidelberg, qui aurait pu nous permettre de construire cette collaboration voulue de la part de nos tutelles. Et donc, ce symposium se passe très bien. On en organise un autre en janvier 2024, où une délégation de Heidelberg vient à Montpellier et sur 2 jours présente ses travaux et les collègues montpelliérains présentent leurs travaux. L'incitation de Montpellier, de l'université, est forte, puisque nous bénéficions de 2 séjours Explore pour 2 visiteurs extérieurs qui viennent au printemps 2024. Et les choses s'accélèrent avec la mise en place maintenant de 2 contrats doctoraux, un financé par l'école de chimie et l'autre financé par l'université. Et mon petit doigt me dit qu'il semblerait que le CNRS souhaite aussi proposer une thèse conjointe Montpellier-Heidelberg. Donc une action en devenir sur laquelle il convient de capitaliser, en notant aussi également que les échanges d'étudiants par Erasmus ont sensiblement, bon, ils n'étaient certes pas très élevés en chimie dans le passé, mais en tous les cas, nous sommes maintenant dans une dynamique où les élèves de l'école de chimie notamment, à l'université de faire aussi la même chose, et les élèves d'Heidelberg viennent. D'ailleurs, nous avons un dans l'auditoire. Bonsoir Paul. Donc, la coopération internationale, pour terminer, est un objet fragile et difficile à mettre en place. Il faut la conjonction de nombreux efforts et la convergence de bonne volonté. Le timing est primordial en la matière. Il faut reconnaître qu'au niveau de Montpellier, les implications de François Pierrot et de Pascal Dumy ont été déterminantes pour raviver les échanges. Toutefois, un rôle central dans cette collaboration de longue date a été joué par Lutz, qui n'a eu de cesse de développer les échanges entre nos 2 universités. À mon modeste niveau, je n'ai joué que le rôle de courroie de transmission sur le site de Montpellier, de la vision impulsée par Lutz. Pour conclure, je dirais qu'il est évident que lorsque j'ai lancé la première optimisation de géométrie d'un complexe portant le ligand GADé en 2001, j'étais loin de m'imaginer que je finirais devant vous, qui plus est en toge, faisant l'éloge de celui qui est depuis devenu un ami. Merci à toutes et à tous.
Alors, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, je tiens à vous remercier très très chaleureusement pour le grand honneur qui m'est fait aujourd'hui. Depuis plus de 20 ans que je m'engage dans notre partenariat universitaire, en tant que délégué du recteur, j'ai puisé à bien des égards des inspirations scientifiques dans les contacts et les échanges avec les collègues et les étudiants de l'Université de Montpellier. Beaucoup d'entre vous sont devenus des amis. J'avoue qu'après ces éloges, j'ai peur de ne pas être à l'auteur de vos attentes. En fait, franchement, je me sens un peu comme une poule pondeuse dont on attend un œuf d'Autriche. Mais j'aimerais bien profiter de la cérémonie aujourd'hui pour parler de ce qui m'a inspiré dans mes propres travaux scientifiques au cours des 3 décennies et demie passées. La chimie est une science créative dans le sens propre du terme. Les chimistes créent leurs objets d'étude, les propriétés de ces objets étant déterminées en premier lieu par leur composition atomique et leur forme. En tant que chimiste moléculaire, c'est la géométrie des molécules, l'agencement des atomes dans l'espace, dont la construction contrôlée a été l'objectif de mes travaux scientifiques. S'il y avait un leitmotiv général, c'était l'exploration et l'exploitation des principes de la symétrie, à la fois pour des raisons pratiques et esthétiques. C'est de cette fascination pour les principes de symétrie qui constitue une parenthèse thématique dans mes travaux scientifiques dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Outre les nombreux défis sociaux et économiques importants auxquels nous, scientifiques, sommes confrontés et que nous devons contribuer à résoudre et qui ont également fait l'objet d'un symposium à Montpellier aujourd'hui, permettez-moi donc d'aborder notre science de manière un peu ludique. Il y a environ 25 ans, alors que j'étais professeur à Strasbourg, je suis tombé par hasard, en fouillant sur le stand d'une librairie d'occasion de la place Gutenberg, sur un livre du célèbre mathématicien français Jean Dieudonné au titre intéressant, « Pour l'honneur de l'esprit humain ». La source en est citée dans les pages préliminaires, une lettre écrite en français en 1830 par un Allemand, le mathématicien Carl Gustav Jacobi de Königsberg à son collègue et ami Adrien-Marie Legendre à Paris. Dans cette lettre, qui a été incluse dans les œuvres complètes de Jacobi, ce dernier se plaint d'un discours du secrétaire de l'Académie des sciences de Paris, Joseph Fourier, qui a été publié dans les comptes rendus. Dans son discours, Fourier réclame la primauté des mathématiques appliquées sur les mathématiques pures. Et puisque les mathématiques pouvaient être comprises comme une science modèle, donc sur la science pure en général. Il demande implicitement la primauté de la pertinence sociale sur une science qui se développe et légitime par elle-même. Jacobi reproche à Fourier, je cite, qu'un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c'est l'honneur de l'esprit humain, c'est-à-dire que la science fait finalement de nous les hommes ce que nous sommes. Dans cette perspective, il est vrai et quelque peu radical, se pose la question des paradigmes qui nous guident dans nos travaux. Pour moi, cela a toujours été la fascination esthétique pour la régularité, la symétrie des structures. En géométrie, les objets de référence sont depuis au moins 2 millénaires et demi les solides de Platon des mathématiques grecques. Ces formes, perçues comme parfaites, peuvent être représentées sur elles-mêmes par des transformations de symétrie, c'est-à-dire des déplacements dans l'espace. Dans l'espace tridimensionnel, il existe 5 corps de ce type, le tétraèdre et les paires duales respectives de cubes et d'octaèdres, ainsi que de dodécaèdres et d'icosaèdres. Le tétraèdre peut être représenté par 12 opérations de rotation indépendantes, les 2 paires de polyèdres de symétrie supérieure par respectivement 24 et 60 opérations de ce type.
Cela crée une hiérarchie de symétrie pour les objets de référence aussi simples, dont les formes parfaites ont été identifiées par Johannes Kepler dans son ouvrage Precoce Mysterium Cosmographicum de 1596, avec les 5 planètes alors connues de notre système solaire. Donc une géométrie du ciel parfaite avec sa propre mécanique parfaite. L'expérience éducative qui m'a le plus marqué pendant mes études a été l'apprentissage du lien profond entre les symétries et les principes de conservation. De tels liens avaient été déjà reconnus au XIXe siècle, mais leur formulation générale pour la mécanique classique remonte à la mathématicienne Emmy Noether de Göttingen, qui l'a démontré de manière rigoureuse pour la fonction de Lagrange d'un système en 1916. Ainsi, les lois de conservation de l'impulsion du moment cinétique et de l'énergie découlent de l'invariance vis-à-vis des déplacements et des rotations dans l'espace, ainsi que des déplacements dans le temps. Ceux-ci facilitent énormément la description physique d'un système et permettent en partie de faire une analyse sur son comportement sans nécessiter des calculs explicites. En mécanique quantique, les opérations de symétrie sont représentées par des opérateurs unitaires. La symétrie d'un système, c'est-à-dire d'une molécule ou d'un réseau cristallin, permet de déduire directement des informations fondamentales sur sa structure électronique. Pour nous, scientifiques, les considérations sur la symétrie permettent donc d'aller plus loin dans la compréhension des objets étudiés. En tant qu'humains, nous sommes fascinés par l'esthétique qui l'accompagne. Dans mon propre développement en tant que scientifique, j'ai été essentiellement influencé par 2 mentors, mon directeur de thèse Jack Lewis à Cambridge et mon garant d'habilitation Helmut Werner à Würzburg. Helmut Werner m'a offert une liberté totale dans le développement de mon profil scientifique. Et nous n'avons pas de publication commune datant de ma période à Würzburg. Mais j'ai appris à Würzburg à combiner la précision expérimentale et l'exploitation des symétries pour réduire la complexité dans le développement de nouveaux catalyseurs homogènes. Jack Lewis était un intellectuel et un esthète de la chimie. La beauté des molécules, dont j'ai étudié les propriétés avec lui en tant que doctorant, des grands clusters métalliques, parfois très symétriques, ont fait de cet aspect esthétique un leitmotiv de mes propres recherches. Un exemple de l'époque de Cambridge est ce cluster d'osmium, un tétraèdre parfait de 20 atomes métalliques recouverts de manière totalement symétrique par 40 molécules de monoxyde de carbone. Il s'agit non seulement d'un modèle structurel d'absorption des molécules de CO sur des surfaces métalliques, l'un des plus précis et les mieux caractérisés à l'époque, mais il incarne également par sa parfaite symétrie les 3 critères de beauté de Thomas d'Aquin, integritas, consonantia, claritas, alors l'intégrité, l'harmonie et le rayonnement d'un objet. Au-delà de l'aspect purement esthétique, l'étude des grands clusters m'a appris l'utilité de la symétrie moléculaire dans l'analyse des propriétés de tels systèmes, comme on le voit ici avec l'exemple d'un cluster osmium-mercure que j'ai synthétisé et dont la réactivité est très intéressante. Sa symétrie, qui est encore augmentée par un comportement dynamique, conduit à une simplification drastique des propriétés spectroscopiques, comme le montre ici un spectre RMN du carbone. Pour les 42 noyaux de carbone des CO de cette molécule, il n'y a que 4 environnements différents. La réduction de la complexité par la symétrie a ensuite été un principe directeur dans mon propre groupe de recherche, comme je voudrais l'illustrer à l'aide de 3 études de cas issues des différentes périodes de mon activité scientifique. Tout d'abord, un problème chimique fondamental, la description quantitative des polarités des liaisons métal-métal des complexes binucléaires qui sont des précurseurs des fragments moléculaires hautement réactifs. Par la suite, nous avons systématiquement exploité la symétrie de rotation des catalyseurs moléculaires dans la synthèse asymétrique. Et finalement, nous avons transposé ces considérations de base de la symétrie locale et globale à la structuration des surfaces. Dans les années 90, je me suis intéressé à la chimie des complexes binucléaires avec des liaisons métal-métal hautement polaires,
dont le clivage devait conduire à des paires de fragments de complexes qui réagiraient de manière coopérative avec des molécules organiques. La rupture de telles liaisons peut en principe se faire de manière homolytique ou hétérolytique, ce qui génère des paires de radicaux ou des complexes ioniques. La voie préférée est essentiellement déterminée par le degré de polarisation de la liaison métal-métal, c'est-à-dire par l'asymétrie de la répartition de la densité électronique entre les atomes métalliques différents. Une première étape de conception pour réduire le problème à la répartition des charges le long d'un axe de liaison a été l'introduction des ligands tripodes représentés ici avec une symétrie de rotation de l'ordre 3. Un problème en principe tridimensionnel devient ainsi unidimensionnel. Pour des liaisons dans des molécules plus simples, on aurait pu considérer des charges atomiques partielles pour décrire la polarité d'une liaison. Mais les charges partielles atomiques dans ces systèmes sont essentiellement déterminées par la polarité des liaisons métal-ligand, de sorte qu'il a fallu trouver une méthode pour isoler théoriquement le sous-système qui nous intéresse vraiment. Mon ami Georg Janssen, aujourd'hui professeur de chimie théorique à l'université de Duisburg-Essen et moi-même, avons appliqué pour la première fois à ce problème une combinaison des deux concepts nouvellement développés au cours des années précédentes. La frontière entre les domaines d'atomes métalliques a été définie dans l'espace réel par la méthode AIM, Atoms in Molecule, introduite par le Canadien Richard Bader, et la position de la liaison covalente a été localisée par rapport à l'interface entre les sous-systèmes quantiques à l'aide de la fonction de localisation électronique introduite peu de temps auparavant. Cette approche permet en principe de quantifier la polarité d'une liaison métal-métal indépendamment de la molécule résiduelle. Cet exemple de science pure, qui a toutefois permis de mettre un peu d'ordre dans un domaine de recherche, peut sembler quelque peu ésotérique. C'est pourquoi j'aimerais bien me rapprocher un peu plus de l'application dans la deuxième étude de cas. L'une des propriétés fascinantes des objets tridimensionnels dans l'espace tridimensionnel, et cela vaut aussi bien pour le monde macroscopique de notre quotidien que pour le microcosme des molécules, est le fait que ces objets tridimensionnels ne peuvent généralement pas coïncider avec leur image miroir respective. Ça, c'est le cas général. Il existe donc à chaque fois deux formes possibles qui se comportent l'une par rapport à l'autre comme notre main gauche et notre main droite. Une propriété appelée chiralité d'après le terme grec désignant la main. Les grandes biomolécules, les sucres, les acides nucléiques et les protéines sont chacun constitués des composants qui correspondent à l'une des deux formes chirales possibles. Ce n'est que de cette manière que les biopolymères possèdent une structure tridimensionnelle bien définie qui constitue la base de leurs fonctions respectives. Nous, les êtres vivants, sommes donc chiro au niveau moléculaire, ce qui détermine notre interaction avec, par exemple, des substances pharmaceutiques, des substances aromatisantes et olfactives. Si ces derniers sont également chiro, ils se distinguent par leurs effets, ce qui est décisif notamment pour le développement des produits pharmaceutiques. La stratégie la plus élégante pour leur synthèse utilise des catalyseurs chiro dont le fonctionnement peut être comparé à la matrice de la main d'un gantier, avec laquelle on peut produire de manière ciblée des gants gauches et des gants droites. Les objets chiro ne sont pas nécessairement asymétriques en soi, mais peuvent avoir une symétrie de rotation par rapport à un axe de rotation. Le principe de chiralité est particulièrement clair lorsqu'on observe des spirales qui, comme nous le savons tous, peuvent avoir un pas à gauche ou un pas à droite. Les coquilles sur ces escargots sont également chirales et peuvent avoir un pas à droite ou à gauche. Morphologiquement, ce sont les coquilles droites qui dominent. Et si vous en rencontrez dans un vignoble, il est probable qu'elles appartiennent exclusivement à la forme représentée ici à gauche. Très rarement, dans environ 1 cas sur 20 000, vous trouverez un représentant d'une coquille à gauche. C'est pourquoi ces escargots rares de chiralité opposée sont appelés en France rois d'escargots.
Au cours des 25 dernières années, nous avons systématiquement exploité, dans le cadre de nos travaux sur le développement des méthodes de synthèse, le fait que les objets chiraux et les outils permettant de les produire peuvent tout à fait posséder des éléments de symétrie qui facilitent leur construction, leur optimisation et l'étude ultérieure de leur fonctionnement. La construction du ligand de contrôle approprié est décisif dans le développement du catalyseur, comme l'illustrent les deux exemples de nos recherches présentées ici. Le motif structurel supérieur possède un axe de rotation de l'ordre 2. Le motif en bas, un axe de l'ordre 3, ce qui permet de structurer l'espace de réaction en quadrant ou en sextant au niveau du centre métallique actif. Cela détermine alors la préorientation des réactifs d'une manière qui privilégie la formation d'une forme chirale. En particulier, les catalyseurs chiraux à symétrie de l'ordre 3 n'étaient que peu explorés avant 2000. J'ai eu la grande chance qu'à l'automne 2000, Stéphane Bellemin-Laponaz, qui est présent ici dans l'amphithéâtre, rejoigne mon laboratoire en tant que chercheur CNRS et se lance dans le développement des catalyseurs chiraux à symétrie trigonale. Avec la synthèse modulaire des trisoxazolines présentées ici, il a résolu de manière très élégante un problème de synthèse particulièrement difficile. Cela nous a permis, dans les années suivantes, le développement systématique de la catalyse asymétrique avec de telles molécules ainsi que l'étude de ses bases conceptuelles. On a même réussi à lier les trisoxazolines à la périphérie des dendrimères de carboxylane topologiquement très symétriques et à obtenir ainsi non seulement des catalyseurs moléculaires multicentriques, mais aussi des molécules d'une toute autre échelle de taille. En raison de leur taille, ces dernières sont mécaniquement retenues par des membranes de dialyse, tandis que les molécules plus petites, les réactifs et les produits de la réaction catalytique peuvent diffuser à travers des pores d'une telle membrane. On peut donc enfermer de tels catalyseurs dendritiques dans de petits sacs de membrane de dialyse et les introduire dans un mélange réactionnel comme des sachets de thé, comme le montre ici l'une des réactions étudiées à titre d'exemple. La liaison énantiosélective catalysée par le cuivre des bêta-cétoesters avec des diazodicarboxylates se déroule après immersion du catalyseur enfermé dans la membrane de dialyse, qui peut être retiré à la fin de la réaction et utilisé pour d'autres transformations. La convection nécessaire a été obtenue au laboratoire en fixant des aimants sur le sachet de thé du catalyseur et en utilisant un agitateur magnétique comme on le voit ici. Un autre exemple de la catalyse acide de Lewis avec des catalyseurs à base de cuivre et des ligands stéréodirigeants à symétrie de rotation de l'ordre 2. Les produits de la réaction représentés ici sont des lactones spirocycliques qui sont intéressantes, entre autres, en tant que parfums floraux. Ici encore, la structure absolue est déterminante pour l'impression olfactive. Le complexe de cuivre possède une structure torsadée en forme de ciseau et se lie au précurseur de la réaction d'une manière qui favorise sa transformation sélective en une seule des deux formes chirales. Les catalyseurs chiraux que nous avons développés ont été utilisés dans un grand nombre de synthèses sélectives des substances actives pharmaceutiques. Citons par exemple les synthèses présentées ici d'inhibiteurs calciques, d'antidépresseurs, des substances à effet antitumoral, ainsi que la substance active Maxipost qui présente entre autres un intérêt pour le traitement des AVC. Les ligands stéréodirigeants chiraux sont désormais commercialisés, donc accessibles à tous sans problème, et sont également utilisés par d'autres groupes de recherche pour le criblage de catalyseurs pour des nouvelles réactions chimiques. J'ai mentionné au début comment l'étude des clusters métalliques hautement symétriques et le rôle des considérations de symétrie dans leur contexte ont influencé mon approche ultérieure aux objectifs de la chimie structurelle et le développement de nouveaux types de réactions. Dans le cas des grands clusters, le modèle d'empilement des atomes métalliques détermine leur disposition sur les surfaces de ces nanoparticules et donc la symétrie de la liaison des petites molécules à ces dernières.
Il en va de même pour la liaison et l'agrégation des molécules sur des surfaces cristallines des métaux et les structures ainsi créées. L'agencement de la surface des atomes d'osmium dans le cluster correspond par exemple au modèle d'empilement bidimensionnel des atomes sur une surface d'un cristal cubique à face centrée. Depuis une vingtaine d'années, nous étudions avec Thomas Jung de l'Institut Paul Scherrer en Suisse les réactions et l'agrégation des polycycles aromatiques organiques sur des surfaces métalliques, en particulier sur le cuivre. Dans l'exemple présenté ici, un dérivé de pérylène est déshydrogéné thermiquement sur une surface de cuivre et se transforme en une N-hétéropolycycle très symétrique dont les atomes d'azote se coordinent aux atomes de cuivre libres sur la surface, créant ainsi un tel agrégat à symétrie trigonale. Celui-ci est parfaitement commensurable avec la symétrie hexagonale de la surface de cuivre dit 1-1-1 et forme sur celle-ci un réseau de coordination hexagonale poreux très stable et hautement ordonné. Ce réseau structure également les propriétés électroniques de la surface métallique en imprimant un potentiel de réseau au gaz électronique bidimensionnel des états de surface de Shockley. Des états de surface quasi discrets se forment ainsi à l'intérieur des pores, comme on a pu montrer ici à l'aide de la spectroscopie à effet tunnel. Chacun de ces puits quantiques contient exactement un de ces états liés pour lesquels le couplage électronique et la formation d'un comportement de type bande électronique ont pu être démontrés pour la première fois dans cette étude publiée il y a plus de 15 ans. Les puits quantiques de surface se comportent donc comme des atomes faiblement couplés dans un réseau cristallin avec une symétrie de translation parfaite entre les cellules élémentaires. L'élément décisif pour l'observation d'un tel effet a été le haut degré d'ordre du réseau de surface, qui est lui-même une conséquence des symétries parfaitement commensurables du réseau de coordination et de l'empilement d'atomes de la surface métallique sous-jacente. L'effet de l'état lié dans ces puits quantiques, qui en tant qu'état fondamental doit être un état totalement symétrique et donc centrosymétrique, a pu être très bien montré en déposant successivement des atomes de xénon dans les pores. En tant qu'atomes à couche électronique fermée, ils ont d'abord été repoussés vers les bords par la répulsion de Pauli en raison de l'état de surface enfermée. Ensuite, l'attraction dispersive conduit à la formation d'agrégats à partir d'un certain degré d'occupation. Une fois remplis, les pores à symétrie trigonale contiennent 12 atomes de xénon parfaitement ordonnés. J'espère que cet exemple illustre une fois de plus la puissance du principe de symétrie dans l'organisation, l'analyse et finalement la compréhension des structures chimiques dans des contextes très différents. Je conclure. L'échange des pensées et d'idées, la résolution de problèmes avec d'autres personnes font partie des grands privilèges qui vont de pair avec une carrière universitaire. Il n'est pas rare que la collaboration collégiale débouche sur l'amitié. Et cela vaut dans mon cas pour les collaborations avec les collègues que j'ai déjà mentionnés dans mon exposé. Mais je voudrais conclure en mentionnant à nouveau ceux qui ont été membres de mon équipe et qui ont donc une importance particulière dans ma relation de longue date avec le système scientifique français. C'est le cas notamment de Stéphane Bellman-Naponas, dont j'ai déjà fait mention, aujourd'hui directeur de recherche au CNRS de Strasbourg, qui a passé son habilitation avec moi en 2004. C'est également le cas de Clément Mazet et de Vincent César, tous deux doctorants à Strasbourg. Clément Mazet est aujourd'hui professeur ordinaire à Genève. Vincent César, qui est aussi présent dans l'auditoire, est directeur de recherche à Toulouse. Nathanael Schneider a déjà obtenu son doctorat, qui est aussi présent, a obtenu son doctorat à Heidelberg et travaille actuellement comme chargé de recherche à Paris. Aline Mess-François a été maître de conférence dans mon laboratoire strasbourgeois, tandis que mon collègue Markus Enders, ancien postdoctorant de Robert Courieux à Montpellier, me soutient à Heidelberg dans mes activités d'échange universitaire. Les partenariats universitaires doivent être vécus. Et cela signifie qu'en plus de l'organisation d'échanges d'étudiants, il faut aussi saisir les opportunités de projets scientifiques communs.
C'est ce que nous avons fait, Eric Clos et moi, au cours des 2 dernières décennies. J'ai non seulement profité de ses connaissances et de sa perspicacité en tant qu'excellent chimiste théorique, mais j'ai également pu découvrir avec lui des trésors culturels essentiels de cette belle région d'Europe. On le voit ici, dans son environnement naturel, les vignobles de l'appellation Pic Saint-Loup. Parfois, au cours de la vie, un cercle se referme après une longue période. C'est ce qui m'arrive avec un autre collègue de la chimie à Montpellier, Pascal Dumy. Il y a près d'un quart de siècle, nous avons tous deux été admis à l'Institut universitaire de France à Paris, où l'on nous voit avec Jacques Lang. Il y a aussi presque un élément de symétrie entre ces 2 photos, de translation, cette fois. Des années plus tard, nous nous sommes retrouvés ici à Montpellier. De ce que je viens de dire, on comprend l'importance du contact personnel si l'on veut donner de la substance à un partenariat institutionnel. Le partenariat entre Heidelberg et Montpellier est probablement le plus ancien d'Europe. Il revêt donc une importance particulière pour l'Université d'Heidelberg, mais il nécessite aussi un entretien et un développement constant. Je me réjouis de continuer à travailler avec vous sur des projets scientifiques ayant pour objet des défis de la société, de l'économie et de l'humanité dans son ensemble. Mais nous nous laisserons également guider par notre curiosité humaine, par notre soif de connaissance, la science, pour reprendre les mots du mathématicien Jacobi de Königsberg, pour l'honneur de l'esprit humain. Merci beaucoup. Merci, chers collègues, pour cette très belle leçon. Alors, avant de nous séparer, nous séparer de cette salle, parce qu'il y a un petit cocktail dans la salle d'à côté. D'ailleurs, je plains ceux qui sont là depuis ce matin, parce qu'il y avait un before, il y avait le dîner, le déjeuner, il y avait le goûter. C'est nouveau le goûter à l'université maintenant. Bien, avant de nous retrouver donc pour l'après-cérémonie, je vais remettre quelques petits présents. Alors, d'abord la médaille de l'université, donc avec. Alors, c'est pas le soleil du Pic Saint-Loup, mais il y a le soleil quand même.